et bienvenue dans votre nouveau magazine hebdomadaire Léa, l'égalité femmes-hommes comme sujet d'interrogation. Alors que la majorité semble être éveillée sur cette égalité, l'actualité nous permet d'en douter. Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, rapporte dernièrement pour Elle.fr les propos d'un militant, je cite. On ne va quand même pas foutre à la direction une mère de famille. Michel Drucker, quant à lui, remet en question sur son plateau la réalité du sexisme chez les journalistes sportifs suite au documentaire de Marie Portolano. Et Xavier Pagès qui s'exprime sur Camille Etienne. À propos de la lutte contre l'A69, Camille Etienne est visuellement agréable, elle est gentille, mais elle veut la décroissance. Que voulez-vous dire aux gens du territoire ? Alors, le sexisme ordinaire, oui, il paraît bien présent encore aujourd'hui. C'est pourquoi, dans ce numéro de Léa, on s'intéresse à l'égalité femmes-hommes dans la sphère médiatique. Et pour le premier sujet, place au constat. Où en est-on aujourd'hui ? On peut dire que les femmes et les hommes n'ont pas le même temps de présence dans les médias et ils n'ont pas la même qualité de présence dans les médias. J'ai vu effectivement ce que je pensais ne plus voir depuis une dizaine d'années, des plateaux sur des chaînes d'infos privées où débattaient de l'avortement 5 hommes. Enfin, on avait l'impression qu'on était avant Simone Veil. Il y a une disproportion énorme entre la parole donnée aux hommes et la parole donnée aux femmes et les questions qui sont posées, puisque par exemple, typiquement, on pose énormément de questions sur le féminisme, les violences sexuelles, etc. aux femmes. On pose des questions de stratégie politique aux hommes, ce qui évidemment n'a pas la même portée. Ça avance, ça bouge, plus ou moins lentement, de manière plus ou moins apparente. Et historiquement, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont travaillé dans les médias, mais pas au même poste. Alors la situation actuelle, elle est étonnante, parce que le bonus parité a, semble-t-il, motivé. Donc on a eu une augmentation des chefs des postes, enfin que des femmes chefs de poste sur les tournages. Mais actuellement, on est dans un monde un petit peu étrange, où à la fois on a des avancées, que ce soit contre le sexisme, dans la parité, dans la lutte contre les violences sexuelles et les violences sexistes. Et en même temps, on a toujours un petit retour de bâton. Il y a plein d'initiatives qui sont faites. Chaque année, le CNC Talent emmène des créateurs, des créatrices au Festival de Cannes ou au Festival de Clermont-Ferrand, tout ça. Et à chaque fois, ils font en sorte de choisir autant d'hommes que de femmes. Je trouve ça bien, je trouve ça normal en fait. Enfin, mais rien que ça dérange déjà des gens. Donc c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Depuis les années 90, il n'y a pas grand changement sur les femmes chef-op. Il y a à peu près 12% de femmes chef-op sur des longs métrages en France. Et que malgré ce qu'on pourrait croire, ça bouge pas beaucoup. Moi, en tant que monteuse, on m'a toujours dit mais si, il y a plein de femmes monteuses. Regarde, Tarantino, il bosse toujours avec une monteuse femme. Oui, alors super, c'est tant mieux pour Tarantino. Mais dans la vraie vie concrète, non, c'est difficile en tant que femme de trouver du boulot comme monteuse. Actuellement, la question de la parité semble être peut-être remise un petit peu en arrière-plan, puisque ce qui nous préoccupe actuellement grandement, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Parce que le cinéma est un lieu d'abord qui revendique la liberté, qui revendique la possibilité de tout faire, sans limite, et puis surtout parce que c'est un lieu de pouvoir. Donc là, on voit qu'en fait, c'est pas vraiment une question de compétence. Ce qui est questionné, c'est qui garde le pouvoir à la fin. Eux, pauvres hommes, vont être du coup peut-être pas choisis, ne vont peut-être pas avoir de bourse, peut-être pas avoir d'aide du CNC, sous prétexte que, ils vont se faire voler leur place par des projets moins bien, mais qui sont faits par des femmes, et à cause de cette volonté d'égalité qu'ils trouvent injuste. Moi, je crois que l'Arcom, aujourd'hui, a un rôle à jouer, y compris par rapport à la régression d'un certain nombre d'espaces médiatiques sur les questions d'égalité, de parité et de représentation des femmes, comme sur d'autres. L'Arcom est en dessous de tout et elle a une responsabilité dans le traitement différencié des hommes et des femmes à la télévision et dans les médias. L'énorme problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'espace du numérique. Quand je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mon constat brut, c'est qu'il y a encore énormément de sexisme. Voilà, c'est ça le constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand vous regardez les vidéos humoristiques, elles sont quasiment toutes faites par des hommes.
Et à chaque fois, ce sont les femmes qui en sont victimes. Moi, je le vois quand je pratique des sports comme par exemple la Formule 4 et que c'est un event qui est très médiatisé, qui se passe en accident et que c'est une nana qui est mise en cause. Direct, on va lui dire retourne dans ta cuisine. Au GP Explorer 2, qui a eu lieu là en fin d'année dernière, il y a eu donc cet incident avec Manon Lanza qui a pris des proportions énormes sur Internet derrière, ce harcèlement qu'elle a subi que je souhaite vraiment à personne. Sans les réseaux sociaux, MeToo n'aurait pas existé. Donc effectivement, c'est un outil formidable pour la cause des femmes et pour tous les combats de libération. Mais en même temps, on se rend compte, quand on épluche les contenus mainstream des plateformes, à quel point les stéréotypes et la violence font florès. C'est un problème de société, c'est pas juste un problème de réseaux sociaux. Je pense que c'est amplifié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est le constat d'une injustice en fait qui persiste et qui se développe en fonction des plateformes sur lesquelles les plateformes qu'on crée en fait. Mais je pense que le constat de base c'est la société et qu'après ça vient évoluer en fonction de ce que nous on utilise et de nos moyens de communication. C'est les mentalités qui doivent évoluer. Donc il y a le rôle des parents, il y a le rôle aussi des personnes publiques qui ont des rôles à jouer, qui ont des messages à faire passer. Il faut qu'on raconte la société telle qu'elle est. Il faut faut pas qu'on lâche là-dessus. L'information n'est pas du militantisme, c'est montrer ce qui se passe. Donc il y a du taf. En effet, comme le dit Manon Lanza, il y a du taf. Mais nous accueillons sur notre plateau Lise Perrotet, coordinatrice du Lab Femmes de Cinéma. Bonjour Lise. Bonjour Romy. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu présenter votre association ? Alors le Lab Femmes de Cinéma, on est un think tank qui travaille sur la parité et la mixité dans le cinéma et l'audiovisuel, avec une volonté de faire bouger les lignes du secteur pour rendre l'industrie plus inclusive. On a 3 typologies d'actions. On fait des masterclass et un podcast pour donner à entendre des rôles modèles et la pluralité des métiers qui existent dans le secteur, montrer le fait qu'ils peuvent être occupés par des femmes et les faire parler. On fait des ateliers en intelligence collective avec des professionnels du secteur pour trouver des idées d'action sur des thématiques données. Et enfin, on fait une étude annuelle sur la place des réalisatrices en Europe, où on contacte les équivalents de tous les bureaux des films, tous les CNC européens, pour voir quelles sont les mesures et les politiques qui sont mises en place pour promouvoir effectivement la parité dans leurs industries respectives. Et donc pourquoi le Lab ? Pourquoi le Lab ? Parce que donc, on a été créé début 2017 et à l'époque le sujet de la parité et de la mixité n'était pas vraiment présent sur les médias, dans l'opinion publique. Il y avait un manque de chiffres, un manque de données. Sauf que le cinéma, c'est un outil, un modélisateur des imaginaires qui reflète la société en même temps qu'il la construit. Promouvoir la parité, promouvoir la mixité dans ces secteurs-là, c'est pas seulement une question de justice mathématique, c'est aussi une question des histoires qui sont racontées, des personnes qui sont montrées, et c'est aussi au niveau des images qui sont véhiculées. Donc ça nous semblait hyper important. Donc on l'a entendu dans ce premier reportage, tous ces différents témoignages sur ce sujet d'inégalité. Mais est-ce que vous auriez un petit peu plus de matière, de données à nous apporter ? Pour donner quelques chiffres dans l'audiovisuel, en moyenne européenne, entre 2018 et 2022, on est de l'ordre de 23% de part de films réalisés par des femmes. On est à 26% en France, ce qui est quand même très bas, c'est loin de la parité. Et si on regarde de plus près, il y a aussi des disparités tout au cours de la carrière, c'est-à-dire les femmes représentent en 2019 donc une étudiante sur 2 en école de cinéma. Au moment du premier court-métrage, on est à 1 sur 3. Au moment du premier et deuxième long, 1 sur 4. Et à partir du troisième long-métrage et plus, une personne à la réalisation sur 6 est une femme. Donc ça se réduit avec les années. Et c'est aussi au niveau des budgets. Au niveau des budgets, en 2021 en France, une réalisatrice avait en moyenne 40% de budget inférieur à un réalisateur. Et en fait, quand on a un tel écart, on ne fait pas le même film, on n'a pas le même accès au financement. Ouais, écoutez, c'est bien que vous évoquiez un petit peu le domaine du cinéma, puisque les derniers mois de 2023 ont été marqués par des révélations dans ce milieu-là, Gérard Depardieu, Judith Godrèche, etc. Mais sur le terrain des techniciens et des postes de réalisation, on en est où ? Alors c'est vrai qu'on est dans un moment très important dans le cinéma français, avec des prises de parole très courageuses, nécessaires, avec une libération de l'écoute aussi. Sur le terrain, on n'a pas vraiment de données, on n'a pas de statistiques. Je peux donner un chiffre du collectif Nous Toutes qui concerne tous les
terrain professionnel en France, environ une femme sur 3 a été victime de harcèlement sexiste et sexuel sur son lieu de travail, ce qui est énorme ce qui nous fait dire qu'il faut vraiment de l'action, notamment dans le cinéma, qui est un lieu de pouvoir et où on voit que comme une personne comme Adèle Haenel, qui a quitté le secteur en 2022 et qui a annoncé quitter le secteur à cause de cette impunité vis-à-vis des personnes violentes et des violences sexistes et sexuelles, on se dit qu'il y a forcément un ensemble de personnes dans différents postes qui ont dû quitter le secteur pour des mêmes raisons de discrimination et de violence. Et sur ce sujet d'inégalité, nous, la France, on se positionne comment par rapport à nos voisins européens? Est-ce que la France est un peu l'exception ou alors c'est un problème qui s'étend globalement sur le continent européen? En Europe, globalement, il y a ce problème des violences sexistes, il y a ce problème du manque de parité. Pour reprendre les chiffres, donc moyenne européenne entre 2018 et 2022, on est de l'ordre de 23% de films de réalisatrices. Ceux qui ont les meilleures statistiques, donc l'Islande par exemple, c'est de l'ordre de 37%. Donc on est encore loin de la parité. Ceux qui ont les meilleures statistiques, donc l'Autriche, la Norvège, la Suède, on est de l'ordre de 30%. On est encore très loin des 50. Et ces pays-là, ce sont les pays qui ont mis le plus de mesures il y a un certain nombre d'années déjà, avec un effet de double temporalité, des mesures qui commencent à avoir des effets sur les chiffres actuellement, mais ça relève d'une réelle volonté politique d'action, de mesures qui ont été implémentées il y a un certain nombre d'années. Donc il y a un laps de temps entre le moment où on met ces mesures en place et le moment où elles commencent à faire effet. Eh bien, fort de toutes ces informations, on passe maintenant à notre deuxième sujet, c'est-à-dire les pistes à suivre pour essayer de faire changer les choses. Écoutez. J'ai vu arriver des idées pour améliorer cette égalité homme-femme. Bonnes idées, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est des idées, c'est déjà bien. En ce qui concerne les médias télé, je pense que l'outil le plus efficace, ça reste celui de la régulation. Il faut des quotas, il faut calculer, il faut compter, il faut mesurer, il faut objectiver, il faut faire des rapports, il faut des journalistes femmes en quantité, il faut des journalistes politiques femmes. Ce que je vois évoluer autour de moi, c'est que ce sont des gens et des personnes qui sont recrutées parce que ce que je peux constater, c'est qu'elles sont compétentes dans leur domaine. Ça, moi, je trouve ça très bien. C'est pas du recrutement juste pour l'affichage. Le recrutement pour l'affichage, à mon avis, dessert la cause. La question de la parité pose la question de la discrimination positive, quelque part. On se dit pourquoi, là, voilà, à la fin, il faut qu'il y ait un homme et une femme au moins. Moi, j'ai envie de dire, il faut se détendre. Ce sont des périodes de transition. Et en fait, ça montre aussi parfois quand les hommes, ils sont inquiets, qu'ils disent la discrimination. Pas que les hommes, certaines personnes se disent, mais la discrimination positive, la parité, qu'est-ce qu'on fait des compétences? En fait, il faut accepter que le monde, il transitionne. Si pendant 5 ans, 10 ans, il est nécessaire qu'on mette des mesures qui vont créer un petit peu d'injustice, mais des injustices qui sont minimes par rapport à des injustices majeures qui perdurent depuis des années. Acceptons de transitionner, acceptons des mesures et partons du principe que le monde n'est pas immuable. Il y a des techniciens hommes qui trouvent que c'est pas juste que je prenne plus souvent des techniciennes femmes, parce qu'ils trouvent que c'est du favoritisme. Et j'ai envie de leur dire oui. Et alors? Je crois qu'un des éléments extrêmement importants sur lequel il faut jouer, ça s'appelle la réputation. Aujourd'hui, quand vous êtes un groupe coté, vous êtes soumis à ce qu'on appelle une notation extra-financière. C'est une vraie question, on se demande comment mettre des mesures incitatives dans le cinéma où on peut penser que c'est un milieu qui soit engagé et aux prises avec des préoccupations sociétales. Mais en fait, on se rend compte qu'en réalité, c'est des bonus incitatifs qui fonctionnent bien. Les groupes, à un moment donné, s'ils veulent continuer leur développement international, sont eux-mêmes obligés de se réguler. Parce que si leur réputation est trop négative ou s'ils sont trop mal notés sur ces indicateurs-là, ça finit par leur coûter cher. Le cinéma, c'est aussi une industrie, donc c'est normal qu'on propose... il faut taper là où ça fonctionne. Le cinéma, on a besoin d'argent pour le fabriquer, un bonus incitatif, c'est normal. Et puis au bout de cela, il y a la possibilité des sanctions. D'ailleurs, l'Arcom l'a fait à plusieurs reprises, des sanctions financières contre certains passages d'émissions qui, de toute évidence, étaient condamnables en termes de comportement. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne pratique. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous acteurs de nos propres réseaux sociaux. Donc, c'est à nous aussi aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, de partager ce qu'on le souhaite sur les réseaux. Après, quand on a un média, c'est bien différent parce qu'on choisit le sujet qu'on décide d'aborder, quel est le ton qu'on décide d'aborder.
Ce qu'il faudrait surtout, c'est déconstruire et avoir une formation de tous les journalistes sur les biais de genre dans le traitement médiatique des femmes. Et ça, aujourd'hui, à ma connaissance, cela n'existe pas. Or, c'est absolument indispensable. C'est les mentalités qui doivent évoluer. Dans la vie, à l'école, il n'y a pas de régulation, on ne met pas des filtres sur les gens qui parlent, c'est pareil. Je veux dire, les inégalités, elles commencent là, à l'école. Mais il faut commencer très tôt, quoi. Je veux dire, le problème, c'est que déjà dans les lycées, les jeunes filles qui veulent s'inscrire en images, on leur montre que des photos de mecs derrière la caméra, donc il n'y a pas d'image où on voit des femmes. Donc parfois, il y a 50-50 de filles, et puis après, on voit que ça ne monte pas les postes parce que le milieu est trop hyper sexiste, quoi. En même temps, il n'y a pas vraiment de choses précises à faire ou à changer. Moi, en tant que femme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est mon métier. C'est à moi de décider ce que je veux ou pas partager, mais je pense qu'il y a beaucoup de prévention à faire aussi. Quand je parle de prévention, je pense à des journées comme celle-ci, je pense à montrer aux jeunes générations, à passer les bons messages aux jeunes générations, montrer, en tout cas dans le sport, que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent. Je trouve que le plus important est qu'on ait, sans les fabriquer, mais qu'on ait des héroïnes et des championnes, et qu'on donne toute la place aux championnes qu'on a, qu'elles méritent, comme les champions garçons. Même dans le milieu du cinéma, on nous parle un peu plus des icônes femmes qui ont existé. Alice Guy, effectivement, ça fait que depuis ces, on va dire, 5 dernières années, que là, tout le monde en parle, personne n'en parlait, que ce soit pendant des études audiovisuelles. Peut-être qu'il faut aussi que tout le monde n'ait pas peur qu'à partir du moment où nous, on se prétend être en capacité de faire l'image d'un film, c'est qu'on s'en sent capable. Et pas avoir peur à notre place que la caméra est trop lourde, qu'on n'est pas capable de diriger une équipe. Tout ça, c'est possible si on se le prétend, si on y arrive. Voilà, on dit ça, on dit arrête de te plaindre, regarde, ça avance. Et moi, je suis pas d'accord. On va pas arrêter de se plaindre. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on continue de se plaindre, on continue de faire avancer les choses. Dans le domaine de l'égalité, alors s'il y a une vérité absolue, c'est que rien n'est jamais acquis et que la vigilance doit être absolument maintenue en permanence. Quand on écoute ce reportage, on peut avoir l'impression que les choses avancent et pourtant les constats sont toujours là. Alors dans ce reportage, à mon sens, il y a 2 camps pour faire avancer l'égalité femmes-hommes. Celui que je qualifierais de pro-quota et celui de ceux qui comptent plus sur l'engagement individuel de chacun. Alors pour vous, c'est quoi la bonne position et est-ce qu'il y en a une surtout ? Alors pour faire bouger les lignes, il faut que les réponses elles soient multiples, elles soient diverses, qu'elles viennent de partout. L'engagement individuel, bien sûr, c'est important, mais ça fait aussi reposer sur les épaules des individus un problème qui est systémique, qu'on est donc dans un système patriarcal, un système sexiste. Et la réponse politique, elle est aussi nécessaire. D'un point de vue individuel, un réalisateur, une réalisatrice peut chercher de lui-même ou d'elle-même à féminiser ses équipes, ses chefs de poste. On pense aussi par exemple à Ava Cahen, qui est la personne qui est à la tête de la semaine de la critique à Cannes. Elle fait une démarche volontariste d'aller chercher des films de réalisatrices et derrière, elle a la parité dans ses sélections sans avoir imposé de quotas. Ça, c'est sur une période de court terme, individuelle. Mais sur le long terme, il faut des réponses politiques pour que les choses bougent. Les quotas, pour l'instant, il y en a très peu en Europe. Il y a quelques pays qui ont mis en place des quotas hybrides. Seule l'Espagne a vraiment un système de quotas. Et en fait, aujourd'hui, sur un financement de films en Espagne avec l'Institut européen, avec l'Institut espagnol de financement du cinéma, entre 35 et 40% selon les types d'aides demandées, du budget doit aller à des films de réalisatrices. Et en fait, ça, dans les faits, ça va avoir une incidence sur les statistiques qui vont progresser donc, dans les années à venir. On voyait cette notion de double temporalité, mais c'est quelque chose qui va avoir un impact énorme, bien plus énorme que des actions individuelles. Les réponses politiques, elles sont nécessaires pour faire bouger les lignes. Et elles ont plus d'impact. Alors les quotas, justement, ils ont manifestement un côté pervers dû au mode de calcul. Le CNC récemment, on le rappelle, a publié des chiffres qui laisseraient entendre une parité acquise dans le monde du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les derniers chiffres du CNC montrent que donc, en 2022, on est de l'ordre d'un peu moins de 30% de films réalisés par des femmes, ce qui est une baisse par rapport aux années précédentes. On est encore loin de la parité et le CNC met en place des mesures, mais si le CNC veut aller plus vite, les quotas, ça fait partie des choses qui pourraient accélérer les choses. Pour une phase de transition. Pour une phase de transition, c'était ce qui était expliqué, parce que dans l'idée, dès qu'on aura plus de réalisatrices, en fait, ça va entraîner aussi, les producteurs-productrices auront plus de personnes à appeler, connaîtront du monde, et ça va aussi donner des rôles modèles pour des enfants qui vont vouloir se projeter dans ce secteur-là en voyant que c'est possible. Et donc là, la France, dans tout ça, comment elle se positionne par rapport à ses voisins européens? Est-ce que c'est l'exception ou est-ce que c'est un problème qui est globalement étendu au continent? C'est un problème qui est étendu. La France a certaines mesures en place. Je pense par exemple au bonus parité, qui est le bonus 50-50. Lorsqu'on a des femmes dans les différents chefs de poste sur un plateau, la production peut recevoir un bonus de 15%. Et c'est très incitatif, parce qu'au lancement de ce bonus, on avait de l'ordre d'un 5e des films qui étaient éligibles. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre du tiers. Et il y a d'autres pays européens qui mettent en place ce type de mesures incitatives. Et il y a plein d'autres typologies de mesures qui existent et dont on parle dans l'étude, mais qui peuvent effectivement faire bouger les lignes et faire bouger les choses. Oui, donc vous pensez que justement une partie de ces mesures européennes, on peut les prendre en France, les importer en France ? Complètement, il y a des mesures, je pense, pour promouvoir celles et ceux qui ont des parents, en mettant le coût de garde d'enfants éligible à la demande d'aide. Il y a des mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec des guides directifs pour l'emploi de coordinateurs, coordinatrices d'intimité. Donc, ce qui est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les bonus, les quotas. Moi, je reste très pour. Au Lab, on est globalement pour les quotas, mais il y a toute une typologie de mesures qui existent, qui peuvent être importées. Et l'idée vraiment de notre étude, c'est non seulement de montrer ce qui se passe en Europe, mais aussi de donner une collection de bonnes pratiques pour que les différents instituts s'inspirent aussi les uns des autres de ce qui est fait dans les différents pays. Et donc, à la longue, de pouvoir instaurer ces mesures petit à petit, et pour ne peut-être plus avoir à mettre ces mesures en place, finalement. C'est ça. Eh bien, merci infiniment Lise Perrotet, coordinatrice du Lab Femmes de Cinéma, d'avoir été avec nous sur ce plateau de Léa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci aux équipes du lycée Sugère d'avoir tout mis en œuvre pour réaliser cette émission, ainsi qu'à tous les participants. Rendez-vous donc pour un prochain numéro de Léa qui traitera de l'égalité femmes-hommes dans l'informatique, du jeu à l'intelligence artificielle. Et n'oublions pas la phrase de Marianne Bernard: la vérité absolue, c'est que rien n'est jamais acquis et que la vigilance doit être absolument maintenue en permanence.